Bonjour tout le monde. Maintenant, on a un autre first pour Learning Technologies France. J'ai l'honneur et le privilège d'être avec les deux frères en même temps, les fondateurs de la société que vous connaissez comme RiseUp et que moi j'ai connu tout au début comme UpGraduate. C'est une longue histoire et nous avons fait une longue route ensemble. Donc cet entretien entre moi et les deux frères Blachon de UpGraduate/RiseUp, c'est une histoire de nostalgie et de tendresse. Donc ceci, c'est un moment de nostalgie et tendresse. Donc, je présente... Bon, ceci, c'est Arnaud. Guillaume, je suis CTO chez RiseUp, donc je m'occupe des produits et de la technique. Et on a créé avec Arnaud RiseUp en 2014, qui à l'époque s'appelait UpGraduate, effectivement, et qui a changé de nom en 2017. Et en effet, on a démarré avec Sally il y a 7 ans maintenant. Quand ce salon n'existait pas, puisque c'était à Porte-Champéret à l'époque. Alors, levez la main s'il y a des gens qui étaient à Porte-Champéret à l'époque dans ce salon. Vous vous souvenez? C'est comme les hobbits, hein? Les gens, ils arrivaient au Porte-Champéret, c'est tout noir, il n'y a pas d'éclairage, pas de truc. On descend un escalier, on va dans le sous-sol, on ouvre une porte, et tout d'un coup, il y a un tas de hobbits e-learning, toute une famille qui habite souterrain et qui se rejoint chaque année. Et j'avais peur de quitter le Porte-Champéret au début parce que je me suis dit, on va perdre cette intimité qu'on avait. Tous mes hobbits. Mais c'était mes hobbits, voilà. Et c'est bien que tu as parlé parce que lui, c'est le quiet one, OK? Lui, c'est le noisy one et ça, c'est le quiet one. Voilà, OK. Donc, ils sont des pionniers, c'est ça le truc. Ouais? Et ils ont eu une capitalisation et ils ont eu un parcours assez intéressant. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et puis, j'aimerais bien que vous aussi, vous posez les questions sur cette histoire. Et aussi, la partie la plus importante, c'est que ce que je veux voir avec les deux frères, c'est qu'est-ce qu'on a appris pendant ce parcours avec la capitalisation, les modifications qu'ils ont pu faire, mais surtout, quelle est leur vision? Qu'est-ce qu'ils ont appris pendant ce temps, depuis 2014, qui nous aide à faire un meilleur apprentissage aujourd'hui? C'est ça surtout la leçon que je veux tirer aujourd'hui avec mes deux amis ici. Donc, je vais commencer rapidement avec la question. Ce qui m'interpelle, c'est mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi vous avez lancé ça déjà? Alors, on n'était pas du tout dans la formation avec Guillaume. On était dans la vidéoconférence, donc le rapport était plutôt la collaboration entre les gens. Et en fait, dans la start-up dans laquelle on était, la société s'est fait racheter. Et à l'époque, on s'est retrouvé dans un pôle innovation d'une boîte de 3000 personnes, qui était en fait plus marketing qu'autre chose. Et on s'est retrouvé à représenter la société dans un groupe de travail du gouvernement en 2014, quand les MOOC étaient en train d'arriver et qu'en gros, toutes les universités se disaient « Merde, ils sont en train de nous piquer tous nos étudiants, tout va passer en ligne et on va tous disparaître ». Et donc, on se retrouve avec une quinzaine de personnes, des universitaires, très peu de personnes du corporate, quelques professeurs, et tout le monde était autour de la table en se disant c'est en train de changer, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors autour de la table, il y avait des gens d'Open Classroom qui était encore le site du zéro à l'époque, et finalement 5-6 personnes qui sont dans le salon aujourd'hui et qui ont profité de cette opportunité, où quand on est arrivé, on en voyait vraiment des technologies qui faisaient peur aux gens qu'on avait autour de la table. Et donc on s'est dit qu'on avait une opportunité, parce que nous on avait une expérience plutôt corporate. À côté de ça, la réforme de la formation était en discussion. Et il y avait un sujet de finalement, on fait plein de choses en formation, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, la sauce de tout ça, on n'a pas suivi les codes un peu standards, puisque quand on s'est lancé, on avait juste cette base. Il y a un marché intéressant, mais on n'avait finalement pas d'idée, parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. Et donc, on a juste à un moment donné claqué la porte et dit, on va tester et voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc, ça a été un long chemin entre 2014, le moment où on se dit la formation, c'est intéressant, et puis le moment où on a finalement compris ce qu'était un DRH. Ça a quand même pris 3 ans, parce que ce sont des gens compliqués, et surtout la formation est un écosystème où il faut comprendre le fonctionnement, les financements, les attentes, et c'est vraiment très très sinueux. Voilà. Mais au bout de 3 ans, finalement, l'axe qui a fait le décollage de RiseUp et la création de RiseUp et son succès,
ça a été de comprendre que le digital n'allait pas remplacer finalement le présentiel, parce que de retour en 2014, il faut se souvenir que au salon, vous aviez que des gens qui vendaient des plateformes de MOOC, le digital allait remplacer toute la formation. Et en 2017, nous, on a dit, on va faire l'inverse. On garde le présentiel parce que l'échange entre les gens, ça a une valeur que le digital ne remplacera jamais. Et donc, on a un peu pris le contre-pied en se disant, on part du présentiel et au lieu d'essayer de remplacer le formateur, on va s'en faire un ami en disant, en fait, le digital, ça peut t'aider dans ton métier et tu vas commencer à pouvoir former finalement mieux, plus efficacement grâce à ces outils au lieu de partir comme tout le monde sur les MOOC, le digital et on remplace tout le monde. Voilà. C'est un peu les premières bases. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première phase? Comment vous êtes arrivé à le mot Rise Up comme le nouveau nom? Et qu'est-ce qui a stimulé ça? Alors, la vraie histoire, parce que... Non, mais déjà, on avait eu Upgraduate. Yeah. Donc, déjà, c'était difficile à dire. On a dit, on va changer de nom. Mais vraiment, la vraie histoire, je pense que c'est... Au bar, Arnaud a eu l'idée. C'était pas une chanson? C'était pas une chanson, c'était... Et le lendemain matin, on s'est dit, ça, c'est bien. Okay. Il n'y a pas d'histoire intéressante. Mais Guillaume, il y a une coïncidence avec le moment où vous avez fait l'expansion sur le monde de l'entreprise aussi. Oui, totalement. Ouais. Ouais. Ça a coïncidé aussi avec la première levée de fonds que Rise Up a fait en 2017. Et on a changé de nom à ce moment-là pour aussi... effectivement, Rise Up a toujours été bâti pour fonctionner pas que en France, pour marcher partout. Et c'était cohérent avec ça aussi. Et c'est ce qu'on fait maintenant. On en reparlera après, mais c'est ce qu'on fait maintenant aussi. Donc aujourd'hui, vous êtes où dans le monde, à part la France, je veux dire? Alors aujourd'hui, Rise Up a son marché principal en France. Mais on a aussi ouvert des bureaux en Angleterre, où on a une dizaine de personnes. En Allemagne, où on a 6 personnes. Et depuis très longtemps, on a nos équipes techniques qui sont à Lisbonne, Paris, où aussi on expand. Mais voilà, sinon, toute la partie Belgique, Néerlande, Luxembourg, où on est historiquement très présent. Oui. C'est un peu tous les pays francophones plus ça. Donc vous avez des clients un peu partout en plus avec ça? Maintenant, il y a plus de 20% du chiffre d'affaires de Rise Up qui est en dehors. Excellent. Bravo, hein? Bravo, c'est bien. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises françaises qui n'arrivent à faire le saut. Et je pense que c'est vraiment grâce au fait que Rise Up a été bâti pour... On n'adapte pas le produit à chaque pays, c'est vraiment, ça fonctionne partout, parce que partout, il y a besoin de former, surtout par tout le monde. C'est juste, on s'adapte à la culture locale, avec des gens sur place, pour aider nos clients et les accompagner. C'est surtout ça. Super. OK. Right. Vous avez vu juste... Right. Alors, il y a une question un peu compliquée ici. Hein? La formation d'entreprise est un sujet de premier ordre pour les entreprises et collaborateurs depuis de nombreuses années. Et le besoin ne fait que croître depuis quelques mois. Le métier R&D s'en trouve impacté. Comment s'explique-t-il? Alors, je pense que déjà, on peut juste en regardant le salon, les gens, le nombre d'exposants, constater qu'en effet, la formation en quelques années est passée d'un sujet annexe à un sujet qui est au cœur des discussions de la stratégie de toutes les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a plus de... Annexe au centre. Ouais. Au centre. C'est vraiment au centre et tout l'écosystème grandit. Et l'écosystème grandit parce que les directions générales aussi se rendent compte de l'importance que ça a. Et il y a quelques années, quand on avait encore du mal à aller discuter avec des DRH, on ne discutait qu'avec les responsables formation, qui avaient finalement très peu de pouvoir, qui étaient peu écoutés, qui voulaient faire des projets, mais on n'avait soit pas de budget, soit d'autres priorités. Aujourd'hui, il suffit de regarder la composition du salon pour voir que ça a complètement changé et qu'on n'est encore qu'au début. Voilà. On n'est encore qu'au début et c'est un phénomène qu'on trouve non seulement en France parce qu'il y a eu la réforme, etc., mais qui s'accentue aussi énormément à l'étranger. Voilà. Donc ça devient des sujets de direction générale, ça devient des sujets prioritaires et avec ça, avec les responsabilités qui vont avec, on en demande aussi de plus en plus aux responsables de formation. Il y a 7 ans, on avait fait une conférence sur le ROI de la formation. Oui. Il y avait 4 participants. Parce que la formation, historiquement, en France, c'était une taxe. Donc, on ne va pas appeler l'État pour savoir ce qu'ils ont fait de l'argent qu'ils ont collecté, même si c'est d'actualité en ce moment. Et c'est vraiment symptomatique. Alors qu'aujourd'hui, dans la majorité des réunions, on parle de valeur ajoutée, on parle de retour sur investissement. Et les demandes qu'on a des responsables de formation sont de plus en plus importantes pour le démontrer. Et le responsable de formation de quelqu'un qui est devenu... Je faisais un planning, mon recensement de besoins annuels,
et puis je faisais simplement un planning de formation à l'année avec de temps en temps le pilotage budgétaire. Aujourd'hui, il doit parler technique, il doit parler data, il doit parler compétences. Il est vraiment un des leviers clés pour la compétitivité de l'entreprise. Donc, le rôle du responsable de formation aujourd'hui a complètement changé. Et d'ailleurs, les profils qu'on a en face aussi sont complètement différents d'il y a seulement 5 ans. Ouais, je vois. Non, RiseUp a connu un très grand succès. Bon, il y a d'autres plateformes, mais vous êtes quand même un peu outstanding. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quels sont un peu les points uniques qui sont derrière ce succès? Tu commences et j'enchaîne. Oui, vas-y. Alors, je pense que donc RiseUp, par son produit, permet en fait de couvrir des cas d'utilisation qui sont très présents chez beaucoup d'entreprises, mais qu'on voit très peu couverts par les plateformes. RiseUp est très bon pour en fait permettre à des entreprises qui croissent de former des populations qui vont être différentes. Une entreprise qui est dans plusieurs pays, une entreprise qui a plusieurs marques, qui a plusieurs sites, qui a besoin de former des populations avec des règles différentes. RiseUp est très adapté en fait pour scinder votre population en plusieurs sous-plateformes, on va dire, avec leurs propres règles, leur propre catalogue de formation et leur propre mode de fonctionnement. Et RiseUp travaille beaucoup sur ça, et donc travaille beaucoup avec les organismes de formation qui au final ont beaucoup de clients à former et doivent faire des choses différentes pour chacun de leurs clients. Et c'est vraiment ça qui a fait que RiseUp a beaucoup fonctionné. Après, RiseUp a toujours été une boîte qui met la tech aussi et le produit au centre, même si aujourd'hui on a tout l'accompagnement qu'on donne aux clients sur comment les accompagner pour s'assurer que à tout moment, dans l'entreprise, il y a les bonnes compétences pour les bons métiers. C'est des choses qu'on travaille beaucoup. Tout ce qui est compétences est vraiment venu au centre du produit depuis quelques années. Et c'est vraiment que le début avec, on en parlera après, mais tout ce qui est intelligence artificielle, génération de contenu, qui sont des choses qui vont aussi changer votre métier à tous dans les semaines et les mois à venir, puisque c'est vraiment en train d'arriver. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille, plutôt côté tech et produit. Et une mention spéciale sur le service, puisque le métier évolue et demande beaucoup d'accompagnement. Et nous, on venait avec Guillaume d'une boîte de service. Voilà, on est dans la vidéoconférence, vous le savez, il y avait des Cisco, des Polycom, des Tandberg. On était dans une boîte qui faisait peut-être 30-35 collaborateurs, mais qui servait des clients avec une complexité, une renommée mondiale. Et ces clients restaient parce que quand il y avait un problème, on décrochait au téléphone, mais surtout qu'on les aidait à le mettre en place et on les aidait à comprendre ce qui allait changer. À RiseUp, aujourd'hui, on a plus de personnes dans l'effectif qui sont sur ce qu'on appelle notre méthodologie Learning Ops, mais en gros, comment maximiser les outils que vous achetez? Comment est-ce qu'on va vous aider finalement à sourcer les compétences dans l'entreprise, trouver les bons contenus, le mettre en place, analyser ce qui se passe? On travaille avec des gens dans le retail et des banques. La méthodologie pour l'un, ce n'est pas la méthodologie pour l'autre. La personne qui va aller dans le retail, on a des taux de connexion qui sont très courts, des sessions qui vont faire quelques minutes, un usage où je ne peux pas utiliser l'audio parce que je suis dans un magasin. Ce n'est pas les mêmes recettes pour que ça fonctionne que l'agent d'assurance qui a dans ses habitudes, je réserve ma salle de réunion, je m'enferme pendant 2h30 et je fais ma formation. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le challenge des entreprises, ce n'est pas de trouver la meilleure solution. Il y a plein d'acteurs qui font un super boulot en software. La question, c'est une fois que je l'ai acheté, comment je fais en sorte de maximiser ce que j'ai acheté? Et là, en fait, nous, on dit souvent à RiseUp, le boulot démarre quand le client a signé. Parce que la stat dont on est le plus fier, c'est qu'on a les clients qu'on a gagnés la première année, ils sont encore tous restés à RiseUp. Et pour certains, Schneider Electric, ça fait 7 ans. On l'a gagné au salon tout premier à Porte-Champéret. Ça fait 7 ans. Et pourquoi est-ce qu'une boîte comme Schneider Electric reste 7 ans avec nous? Parce que tous les ans, on a travaillé avec eux pour répondre à des enjeux supplémentaires. Et on n'arrête pas de le dire, ça évolue. Il y a énormément de choses qui continuent d'arriver. Aujourd'hui, les clients vont reconnaître à RiseUp non seulement une bonne techno, mais surtout les accompagner à utiliser tout ce qui sort en permanence, parce que ça évolue de plus en plus vite. Et comprendre comment les gens se forment chez vous, comprendre quelle est la spécificité, comprendre qu'est-ce qu'il faut leur mettre en place. Vous prenez la partie contenu, par exemple, vous cherchez des contenus en bureautique, il y a énormément de solutions possibles, mais finalement, laquelle va répondre à vos besoins? Pour ça, il faut rentrer dans le détail, comprendre comment les gens se forment chez vous, quelles sont les habitudes, pour être capable de vous dire ça va plus fonctionner que ça. Et surtout, transmettre ces compétences au responsable de formation qui, lui, devient le gestionnaire de demain.
Donc, pour résumer, non seulement nous avons une plateforme qui a évolué avec votre clientèle, avec l'écoute, vous à l'écoute de votre clientèle, mais vous avez aussi des effectifs qui puissent vraiment aider votre clientèle à faire le déploiement. Donc, dis-moi un peu les rôles dans les effectifs que vous avez chez RiseUp aujourd'hui. Quels sont les profils qu'on trouve? Alors, de plus en plus de consultants learning. Voilà. Des consultants, ouais. Où en fait, on est passé d'une phase où au départ, on formait à l'usage de RiseUp. En fait, maintenant, non, on prend des gens du métier et qui deviennent finalement la personne qui va former le responsable formation presque. De plus en plus de profils orientés sur la data également. Parce qu'aujourd'hui, on a un seul objectif avec RiseUp dans les prochaines années, c'est la personnalisation de l'apprentissage. Et en fait, on le voit un petit peu partout, tout le monde essaye de le mettre en place. Le Graal, demain, on inscrit 5000 personnes à un parcours de formation, il doit y avoir automatiquement 5000 parcours différents, en fonction du niveau de la personne, de ses habitudes, d'où il part et de ses objectifs aussi. Mais pour atteindre ça, il va y avoir des chantiers colossaux, et le premier, c'est la data. On ne peut pas personnaliser si on n'a pas de data. Donc aujourd'hui, on travaille énormément sur ces sujets-là, et quand on déploie les plateformes RiseUp, on travaille aussi avec les DSI de plus en plus, qu'on ne voyait pas du tout avant dans les projets, mais qui sont cruciaux parce qu'on va avoir besoin d'aller stocker énormément de données pour ensuite être en capacité de faire ces adaptations. Et ça, c'est des profils qu'on n'avait pas du tout chez nous avant. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, cette partie delivery, il y a à peu près 140 personnes chez RiseUp. Je pense que la tech ne représente que peut-être 35 personnes. Voilà. Ah oui, ça c'est intéressant. Et par contre, le delivery, et d'ailleurs quand on ouvre dans les différents pays, les premières personnes qu'on recrute maintenant, ce sont les consultants locaux, mais qui vont faire toute cette partie d'accompagnement du client pour comprendre comment ça fonctionne chez le client. Bon, tiens, parlons des chiffres. Josh Bernstein a fait une étude récemment où il a trouvé, alors je trouve ce chiffre choquant, que les collaborateurs déclarent qu'ils ont seulement 24 minutes à la formation par semaine. 24 minutes par semaine. Alors, OK. Qu'est-ce que vous conseillez pour devenir une organisation apprenante dans un tel cas? Alors, je pense qu'il faut à la fois chercher à faire en sorte que le collaborateur n'ait pas le plus de temps, mais il faut surtout optimiser ces 24 minutes. Voilà. Optimiser ces 24 minutes, ça veut dire que... Alors, nous, on le voit sur la plateforme, les sessions plateforme, c'est 12 minutes en moyenne. Donc en 12 minutes, alors déjà, s'il a passé 1 minute et demie à savoir quoi faire, ouais. Bah, c'est 20% de temps quasiment perdu. Donc il faut vraiment être en capacité d'optimiser l'ensemble du parcours pour que ces 12 minutes, il ait appris quelque chose. Parce qu'après, les bases en sciences cognitives vont vous dire aussi que la personne va revenir si pendant ce laps de temps, il a l'impression d'avoir progressé. Donc ça, c'est des données qu'on travaille avec nos clients en disant bah, si chez vous, c'est 5 minutes, vous devez, lorsque vous allez construire vos modules, faire en sorte qu'en 5 minutes, la personne ait progressé et vu un avancement. Parce que c'est comme ça qu'elle va revenir de plus en plus. Il faut créer le sentiment d'avancement. Si vous arrivez, vous avez un truc qui fait 3h30 alors que vos sessions, c'est 5 minutes, la personne, vous avez toutes les chances qu'elle ne revienne jamais. Voilà. Ensuite, il y a de plus en plus comment diffuser finalement ces contenus de formation dans les outils que la personne utilise tous les jours. On a lancé avec le Microsoft depuis 6 mois maintenant, l'injection dans Microsoft Teams des contenus de formation auxquels les gens sont inscrits. Microsoft Teams, c'est l'application, c'est la première application qui est ouverte sur le bureau des collaborateurs le matin. Ils y sont toute la journée et si on est malin, ils l'utilisent même toute la journée pour travailler parce qu'ils gèrent leurs projets, ils gèrent leur planning, etc. Depuis qu'on a lancé avec certains clients l'application dans Microsoft Teams, l'apprenant n'a plus jamais à se connecter à RiseUp. Il a des pushs qui sont liés aussi à son calendrier en disant là, bah, tiens, on sait que tu as 1 heure devant toi, tu ne fais rien. C'est peut-être le moment d'aller faire ton contenu en masse. Et là, les taux d'usage ont presque triplé en temps passé sur du contenu parce qu'on injecte la formation non seulement dans une application qu'il a déjà ouverte, mais surtout au bon moment en fonction de son planning. Donc ça, c'est le genre de choses qui permettent d'optimiser ça et de le faire de plus en plus. Super. Alors, je ne veux pas monopoliser toutes les questions parce que vous avez peut-être aussi des questions pour les frères Blachon. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui aimeraient aussi nous rejoindre dans cette conversation? Non? Est-ce que moi, je voulais savoir comment ils ont fait une levée de fonds si important. Je vais poser une question fric? OK. On pose une question fric? Alors, bon, raconte le chiffre aussi. Hein, les chiffres? Oui. Ah, non, alors, raconte un peu l'histoire de la levée de fonds. Parce que, alors, nous, la formation, il faut savoir que c'est un secteur. Nous, on a souffert d'une chose,
Mais je pense que pour ceux qui sont sur le marché depuis longtemps, c'est que le e-learning existe depuis les années 2000 et tout le monde a eu déjà un projet de merde en e-learning. Je dis, il n'y a pas d'autre mot. En fait, quand on allait rencontrer les investisseurs, ils se souvenaient tous de ce module horrible qu'ils ont dû suivre derrière leur PC. Et donc, quand on allait leur dire, mais vous inquiétez pas, franchement, on fait ça et ça va marcher et c'est sympa, on vous assure, ils revenaient tous à leur mauvaise expérience en e-learning ou alors à une boîte qu'ils avaient financée qui n'a pas réussi parce que le système de financement de la formation en France est tellement complexe qu'aujourd'hui, rares sont les sociétés qui arrivent à gagner beaucoup d'argent là-dedans. Voilà. À l'époque, je me souviens très bien de cette époque, l'année 2002, quand j'ai fait mon premier salon au Palais des Congrès, j'ai dit que le e-learning était comme le sexe entre les adolescents. Pourquoi? Et c'est exactement ça. C'est parce que tout le monde faisait croire qu'il le faisait. Et tout le monde faisait que c'est très important pour devenir une grande personne, qu'il fallait passer par là. Donc tout le monde roulait la caisse, tout le monde prétendait qu'il l'avait fait. Et en fait, en réalité, il y avait très peu qui l'ont fait. Et ce n'était pas la grande joie, la première fois. Teenage sex. Mais ça a été du coup très compliqué de convaincre le premier. Et d'ailleurs, nous, on est parti sur un truc un peu annexe, puisqu'on est sorti du système pur fonds qui finançait les startups pour trouver un fonds qui s'appelle Impact Partenaire et qui, à l'époque, ne faisait pas du tout les startups. C'était un fonds à impact social. Et on avait des programmes dans les associations avec Guillaume qui nous avait fait le rencontrer. Et il nous avait toujours dit, je ne vous financerai jamais. Et puis un jour, en fait, on a gagné Schneider Electric. Le lendemain, il était au bureau pour dire, là, les mecs, il y a un truc qui se passe, on va le faire. Et donc, on a démarré comme ça. Et après, il y a eu la deuxième phase. Ça, c'était à Paris. Et après, la deuxième et la vraie complexité, Guillaume en parlait tout à l'heure, c'est la formation, c'est différent dans chaque pays. Ce qui est passionnant dans ce marché, c'est que tout le monde forme, tout le monde a besoin de former. Mais tout le monde le fait d'une manière différente. Donc, pour créer un outil qui permet de fonctionner pour des organismes de formation en France, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout dans le monde, pour le faire pour les entreprises aussi, sans quelque part avoir la tentation à un moment donné de dire en France, j'ai le CPF, en France, j'ai mon bilan, je vais développer automatiquement mon bilan dans l'outil. Oui, mais si je fais ça, je prends un prisme franco-français et je n'en sortirai jamais. Et nous, on s'est battus, même avec nos clients les premières années, parce qu'on n'avait que des clients en France, où quand on en avait des demandes spécifiques là-dedans, on disait non, on ne le fera pas. Et on s'est battu, mais ce qui nous a permis d'arriver avec un outil où il y a 2-3 ans, on a commencé à gagner des clients au Luxembourg, en Belgique, en Hollande. Et puis on s'est dit, mais en fait, ça commence à marcher. Et là, ça nous a mis dans une catégorie où du coup, les fonds étrangers se sont dit, OK, là, il y a enfin un mec dans la formation. Alors, il y en avait quelques-uns qui ont réussi aussi, mais qui ont réussi à passer ce cap. Et ce cap nous a permis après de trouver des fonds étrangers. Et là, on a levé 30 millions il y a un peu plus d'1 an avec des fonds hollandais qui, du coup, financent en fait RiseUp et en Angleterre, en Allemagne. Et moi, je suis toujours sidéré quand je vois qu'on a vraiment des gens qui l'utilisent, mais alors dans des contextes complètement différents, dans n'importe quel pays. Et en fait, à la fin, ils commencent tous par nous dire « chez nous, c'est spécifique, vous allez voir », mais ils font tous la même chose. Ils font tous la même chose, ils veulent tous obtenir le même résultat. Par contre, il faut vraiment comprendre, c'est le mode de fonctionnement qui est différent. Mais au final, on veut tous faire la même chose. OK. Question finale. On avait Upgraduate, on a trouvé une formule, on a créé un système qui marchait, on a chopé des clients, on a fait une expansion Europe au-delà, on a trouvé du fric, on a une super équipe de consultants. C'est quoi l'avenir maintenant? C'est quoi votre vision? Je pense qu'avec Guillaume, quand on a lancé ça, déjà, la levée des fonds, etc., c'est bien, mais je pense qu'avant tout, on est un peu passionné par ce qu'on fait. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde de la formation, en fait, on est juste passionné par la prochaine étape. Parce qu'il va y avoir, tous les verrous vont se lever pour arriver à la personnalisation à l'extrême. Et dans les prochaines années, on est vraiment qu'au début. Je pense que toutes les pièces vont s'aligner et que la manière dont on le fait dans 3 ou 4 ans va être complètement différente de la manière dont on le fait aujourd'hui, qui est encore finalement très manuelle. Et c'est vraiment ça, je pense, qui nous anime quand on voit tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et tout ce qu'on peut faire demain. L'idée pour nous, c'est de continuer, d'améliorer encore et toujours le service et les chiffres chez les clients. On est vraiment obsédé quand on travaille avec un client
de faire en sorte que lui atteigne ses propres objectifs. Donc là, c'est pareil, la méthodologie, on n'est qu'au début. Il y a encore énormément à creuser. Et RiseUp va continuer de se développer en France parce que c'est notre marché historique, mais aussi en Europe, parce que l'Europe, c'est principalement notre terrain de jeu, même pour les prochaines années. Aujourd'hui, on fait 3 pays en Europe. Demain, on en fera peut-être une quinzaine. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire. Et puis surtout, vous offrir à la fin la meilleure expérience de formation possible pour qu'on puisse, et c'est ce qu'on fait depuis le début, aider à former plus de gens plus efficacement. On disait la même chose il y a 7 ans, on s'est lancé pour ça. Et quelque part, on arrêtera quand on aura atteint le Graal de la personnalisation à l'extrême, quoi. Je peux rajouter un truc. Juste, il n'y a pas besoin d'attendre 3-4 ans. Dans quelques mois, on a du très lourd qui va sortir sur RiseUp. Donc, on peut vous donner un teaser sur notre stand si vous voulez, mais Oui. c'est encore secret. Et est-ce que sur le stand, est-ce qu'on peut voir les idées pour la personnalisation à l'extrême? Bah, vous pouvez me voir. Oui, OK. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Yes. J'arrive. Vous pouvez dire votre nom et votre entreprise aussi? D'accord. Le Maine Basile pour le cabinet de conseil et formation Yerecha Conseil. Alors, ma question, c'est si vous deviez donner 5 conseils sur l'expérience d'apprentissage pour permettre aux collaborateurs d'avoir une meilleure expérience d'apprentissage, quels seront ces conseils? On en fait de chacun. Moi, je dirais, comme Arnaud disait, on voit beaucoup ce qu'on appelle le learning in the flow of work, c'est-à-dire pousser la formation dans les outils du quotidien des utilisateurs. Nous, on travaille beaucoup sur Teams, comme Arnaud disait, mais aussi sur Salesforce, Slack, Zoom. Tout ça, c'est des outils où on pousse les fonctionnalités de RiseUp et où l'utilisateur n'a pas besoin de sortir. Il est vraiment dans son quotidien et il n'a pas besoin de se connecter à un nouvel outil et à changer. Et voilà, nous, on voit vraiment une différence sur ça. Alors, j'en ai pas 4 autres, mais s'il y en a un seul qui, je trouve, a toujours eu un impact qui fonctionnait dans toutes les boîtes où on allait, c'est moins de formation, mais mieux ciblé. Parce qu'il y a une tendance, lorsqu'on déploie, et notamment on déploie une nouvelle plateforme, on a la tendance, on veut la plus belle bibliothèque du monde. Et donc, on va aller penser que le quantitatif est important, mais le nombre de clients qui me disent « mais je ne peux pas lancer ma plateforme, j'ai que 10 formations ». Mais on s'en fout. Si l'utilisateur, nous on le voit dans les stats, s'il est inscrit à plus de 3, il n'y a aucune chance qu'il termine tout. Voilà. Le choix, c'est le début du problème. Donc, mieux cibler, c'est lui faire gagner du temps, c'est montrer qu'on a compris son besoin. Et quand on regarde, la majorité des responsables de formation, quand on travaille sur les taux d'usage, quand on regarde chez les utilisateurs chez qui ça n'a pas fonctionné et qu'on envoie les enquêtes après, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de la formation. Soit ils n'en ont pas besoin, soit ils n'en veulent pas, soit ils n'ont pas compris pourquoi il y avait besoin. Donc il y a de la pédagogie sur pourquoi j'en ai besoin et vraiment moins de formation mieux ciblée en faisant des campagnes où on fait tourner peut-être tous les 6 mois, etc. C'est vraiment un gain à chaque fois qui est énorme sur les taux d'usage et de satisfaction. Puisque vous venez d'un cabinet de conseil et puisqu'on avait mentionné les mots organisation apprenante, je voudrais juste ajouter... C'est un truc pour toi, en fait. Non, 55 secondes. Imaginez un tire-bouchon, ok? Ceci, c'est un truc de la personne qui avait écrit le premier livre sur l'organisation apprenante. Peter Senge, la 5e discipline. Il a dit, quand vous avez une expérience, par exemple, tu as fait un projet avec un client et tu veux apprendre quelque chose, ok? Au début de ton tire-bouchon, tu mets... C'était quoi la théorie du travail? Okay? Alors, la théorie du travail, c'est que si on donne les modules de formation aux apprenants, ils vont apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas appris quelque chose ou ils n'ont pas complété. Pourquoi? Il y avait trop de contenu. Qu'est-ce que c'est la nouvelle théorie du travail? Il faut sélectionner le contenu, réduire le contenu et le cibler et personnaliser. Donc, c'était quoi la théorie du travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quelle est la nouvelle théorie de travail? Et ça, c'est le réflexe d'une organisation qui apprend continuellement. Voilà. Et c'est excellent quand on est consultant. Voilà. Je vous donne la dernière parole. On a 0 minute. Merci à tous et n'hésitez pas à passer sur notre stand. On est toujours heureux de discuter avec tout le monde de ce sujet qui nous passionne. Et allez sur le stand. Hein. Voilà, allez sur le stand. Merci beaucoup. Oui.